Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Elie. Moi, j'aurais aimé, que tu reviennes un peu sur la définition du projet décolonial concernant l'école et l'acte d'enseigner. À ton avis, tu as parlé surtout sur ce plan-là, du projet éducatif et l'idée que ce projet éducatif, il doit préciser un petit peu ses intentionnalités en termes de construction du citoyen, sur quelles valeurs, sur quel socle commun de connaissances, etc. Mais je voudrais savoir si, pour toi, il y a pas d'autres dimensions qui sont importantes dans la décolonisation du projet éducatif, notamment sur la question de la gouvernance de l'école, hein, c'est-à-dire que l'école prise comme institution, savoir quel rôle définir ou redéfinir des différents acteurs de l'école. Et est-ce que pour toi, ce qui paraît le plus intéressant du point de vue décolonial, est-ce que c'est un modèle qui serait du point de vue de la gouvernance celui de la coparticipation, celui de la coproduction ou de la coévaluation du système éducatif? Euh, je vais tenter de répondre. Merci Vincent pour cette question. Je vais tenter de répondre à partir du dernier point que tu as posé. Au niveau de la gouvernance de l'école, effectivement, aujourd'hui, le changement de contexte, tout ça, etc., et l'évolution contextuelle, sociopolitique du pays appellent justement à des modifications au niveau de la gouvernance du système scolaire, etc. Donc, qui dit gouvernance, justement, cela appelle à une coopération, co-construction, tout ça, etc., à toute cette grande notion au niveau sociologique qui sont très actuelles en termes de... Parce que si on regarde bien l'accord de Nouméa, l'accord de Nouméa ouvre la perspective à ce que le monde autochtone participe avec les autres, bien entendu, aux formes de gouvernance au niveau du système éducatif. À savoir que, et je le dis assez souvent, que l'école ou le système scolaire, le monde océanien n'a pas de système scolaire. Le monde océanien ne possède pas de système scolaire, ni ne possède l'école. Par contre, on a si je me permets, dans le monde océanien et kanak, il y a de l'éducation. Il y a de l'éducation. D'ailleurs, l'école, toute l'histoire de l'école remonte aux Antiquités. Hein. On peut simplement rapprocher du côté des Grecs, tout ça, etc. Cet héritage grec avec la païdéia, tout ça, etc. Et la didactique, tout ça, etc. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que il faut en faire de cet héritage-là quelque chose qui pourrait amener à transformer la société. Et c'est pour cela que, en termes de gouvernance, comme tu le dis, l'autochtone doit participer. Parce que le problème, c'est que on a toujours tendance à taper sur l'école. On a toujours tendance à critiquer l'école, ce qui est normal. C'est normal, parce que dans l'éducation laïque, justement, l'école fabrique ceux qui vont critiquer le système éducatif et la fait évoluer. C'est par les critiques. Hein. D'ailleurs, je rappelle, pendant une conférence, j'ai déjà dit que ceux qui ont, à un moment donné, critiqué l'esclavage pour faire évoluer la notion d'esclavage et faire progresser cette idée jusqu'à aujourd'hui supprimer l'esclavage, ce sont des personnes appartenant à la civilisation et en même temps dans les sociétés esclavagistes, etc. Mais de par les idées, de par les critiques, etc., et ils n'ont pas eu peur, hein, les philosophes des Lumières, tout ça, etc., même si certains avaient défendu, mais a fait évoluer l'école. Donc aujourd'hui, si on revient, on fait un bond en avant vers nous, aujourd'hui, il faut que les modes de gouvernance, il faut plus avoir peur de critiquer l'école pour faire évoluer l'école. Ça, d'une part. Ah, il faut. Et le travail que mènent les associations, tout ça, les syndicats, tout ça, tout autour, hein, font évoluer justement la critique de l'école pour
améliorer l'école, parce qu'on ne peut pas détruire l'école. L'école est un héritage fabuleux. Moi, je le maintiens, et je suis très absolu là-dessus, que c'est un système scolaire hérité, mais qui mérite d'être changé, évolué par l'apport du milieu, par l'apport autochtone. Et justement, si on peut parler de coévaluation d'un système scolaire ou système éducatif, on ne peut pas parler de coévaluation si celui qui, justement, est consommateur d'école, oui, il est absent. C'est quand même une équation, quand même, il faut qu'on arrive à résoudre cette équation, etc. Donc, qui dit que, dans le mode de gouvernance, il faut que l'autochtone participe, et participe justement. Et on a vu, je donne juste un exemple, on a vu, M. Gaudin qui est là, peut apporter justement la preuve, c'est que on était, nous, du côté de l'université, du public, et aussi du monde privé, l'enseignement privé, nous avons participé ensemble à élaborer ce qu'on appelle les 6 éléments fondamentaux qui, venant des recherches que menaient les anthropologues ici, Patrice Toussaint, etc., et bien d'autres, de ce qu'ils ont pu retirer de la société, et ça a produit justement les 6 éléments fondamentaux. Mais ça a fait appel à énormément de gens, hein, et en plus du vice-rectorat, et en plus d'autres personnes. Donc, il y a cette histoire de coparticipation au niveau de la construction. Maintenant, à l'autre question qui appelle au rôle des acteurs, effectivement, les acteurs doivent, je veux dire, il faut s'impliquer. On ne peut plus rester spectateur de fait d'une histoire qui se déroule sous prétexte que c'est le monde colonial, que c'est encore sous la tutelle de la France, etc. On peut pas. Il faut participer. Il faut participer parce que il faut apprendre à articuler les deux mondes présents, et les articuler d'une manière intelligente, à ce que nous puissions faire en sorte que, comme disait Tjibaou, réussir à l'intérieur d'un système tout en le gardant soi. C'est, comme je disais moi-même d'une autre façon, en disant d'arriver à faire un petit chez soi chez l'autre, mais d'un petit chez l'autre chez soi. Cette combinaison-là. Ça, c'est. Mais. Et ça fait appel au rôle des acteurs là-dedans, etc. Et c'est ce faisant, dans une histoire de coparticipation, et c'est là où la dimension est intéressante de la décolonisation, c'est qu'il n'y a plus de décolonisation au sens, comme vous avez entendu durant l'histoire, des heurts, de ne plus commettre les heurts. Il faut décoloniser aujourd'hui par le savoir. Le savoir doit participer à une décolonisation, et ici, comme je disais à la radio la dernière fois avec monsieur André qui est là, hein, qui est Radio Guido, c'est que la décolonisation, c'est à la fois sortir et penser que on peut penser par soi-même et construire les choses, tout ça, etc., en participant avec l'histoire qui est là, mais en même temps penser ce que serait demain, ces jeunes que nous sommes en train de mettre en place à travers l'école, etc. C'est-à-dire aussi préparer l'habiter. Parce que la question de la décolonisation est quand même liée à l'espace. C'est quand même lié à ça. Et c'est pour ça que ça pose une autre question. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut absolument savoir ce qu'on veut, parce que on ne peut pas impunément tout critiquer alors qu'on se sert. Mais on ne peut pas non plus tout prendre au risque des formes de déséquilibre qui iraient jusqu'au psychisme. Donc, il faut tout un équilibre, un jeu d'équilibre et un jeu d'échelle dans la façon de prendre. Et l'école, justement, dans la question de la décolonisation et de la recherche, justement, il faut que on réoriente les choses de sorte que on va vers. Il faut accepter que le pays s'émancipe.
que les esprits s'émancipent, etc. Je ne sais pas si je réponds directement à ta question. Et bon, le rôle des acteurs, effectivement, moi j'ai répondu un peu d'eux. Moi je pense, si d'une manière pragmatique, qu'aujourd'hui, il est nécessaire, puisque les langues sont déjà dans les programmes, on a les connaissances liées aux fondamentaux, tout ça, et ça continue, l'université continue de former, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, au niveau du vice-rectorat, il ne faut plus que ce soit un vice-rectorat, il faut un rectorat, l'académie, et il faut un inspectorat des langues et de la culture kanak et océanienne. Je pense que c'est nécessaire, parce qu'on forme des enseignants dans nos instituts, et il faut qu'ils soient contrôlés, évalués par des gens habilités à le faire, mais comme j'ai dit, des experts formés pour ça. Et qui se sentent libres dans leur esprit. Et je pense qu'on peut y arriver à ce genre de choses, etc. Maintenant, pour simplement terminer sur tu diras si tu veux qu'on complétera, simplement pour terminer là-dessus, c'est que la question de l'école, la décolonisation de l'école, moi je pense qu'il ne faut pas tout détruire dans l'école. On ne peut pas tout détruire dans l'école. Par contre, il nous appartient de nourrir l'espace scolaire, les programmes scolaires, pour que les choses se transforment. Je vais prendre un exemple. Vous savez, quand les jésuites sont allés en Chine pour évangéliser la Chine, ils ont pris les rudiments des pratiques scolaires de la Chine et ils ont transposé au niveau médiéval tout ça. Et c'est les religieux qui ont mis ça. Eh bien, ça n'a pas empêché à eux, au niveau de la société française, etc., de faire évoluer ces éléments-là pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale, que les révolutionnaires, à un moment donné, ont transformé pour faire l'école du peuple, etc. Donc, il faut quand même avoir, pas l'audace, mais accepter ce qui vient de l'autre parce que c'est quand même des richesses. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut articuler les richesses des uns et des autres pour faire un monde équilibré et meilleur pour ceux qui viennent après. C'est ce que je pense. Merci. Bien, bonjour à tous. Je vais rebondir justement sur ce que vient de dire Eddy Ouadraouen et peut-être demander aussi à un des étudiants de master, qui est Patrick Athénée, de proposer aussi des pistes de réflexion après ce que je vais moi évoquer. Juste pour rappeler que la question des épistémologies autochtones, elle est au cœur de certains agendas politiques dans plusieurs États du Pacifique, en particulier en Nouvelle-Zélande depuis au moins une trentaine d'années, je dirais, avec la notion d'épistémologie maori, qui s'est trouvée donc progressivement institutionnalisée. C'est un processus qui a d'abord été celui d'une reconnaissance de l'importance d'une culture originelle autochtone, avec ses savoirs matériels, immatériels, sa dimension sacrée, ses rites, ses modalités de transmission. Et c'est aussi un processus qui a permis de garantir une certaine continuité dans la transmission de la culture, qui n'était pas seulement une culture mise en musée ou en festival ou en folklore, mais aussi une culture vécue. Et précisément, et comme Eddy l'a évoqué dans son introduction, ce type de modèle de biculturalisme a montré qu'il risquait finalement d'alimenter des logiques encore d'opposition binaire entre certains savoirs qui seraient réservés aux autochtones et d'autres qui seraient conçus et transmis conformément à des épistémologies et des pédagogies, on va dire, occidentales. D'où ce souci, comme tu l'as évoqué, Eddy, de dépasser cette opposition binaire. Donc ce débat, il existe depuis longtemps, par exemple en Nouvelle-Zélande, et on voit qu'il a moins bien prospéré ici en Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais qu'on insiste un peu sur cet élément d'interprétation incarné par cette catégorie sociale un peu particulière que sont les enseignants kanak, qui sont pris apparemment dans une sorte de conflit de loyauté entre d'une part
l'institution scolaire d'où ils sont issus, dans laquelle ils ont pu s'accomplir, et d'autre part la culture kanak, au sens d'imaginaire commun, d'imaginaire mythique commun, de pratiques sociales ancrées dans la coutume, qui est aussi constitutive de leur identité. Donc ils se trouvent dans une position, si j'entends bien, quasiment schizophrénique, quoi, partagés entre des contenus pédagogiques qui ont beau être aménagés et enrichis, mais qui sont quand même imposés, et puis des aspirations vers une forme alternative d'éducation en direction des enfants kanaks et océaniens. Donc entre une école qui est perçue encore par beaucoup comme coloniale et une vision un peu culturaliste, un peu essentialiste de l'apprenant kanak. Donc j'aimerais savoir, moi justement, quelle est la capacité d'action, la fameuse agentivité, qui est donnée, tu parlais de liberté d'esprit, à ces enseignants kanak pour proposer justement des pistes alternatives d'éducation et de transmission des savoirs. Et Patrick également. Merci. Je dois répondre à la première ou j'attends Patrick? En attendant Patrick, je vais tenter de répondre à ce que tu poses comme question. Alors, tout d'abord, l'histoire du culturalisme. Je vais reprendre par le bas pour remonter. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant pour rejoindre un peu la question de Vincent tout à l'heure, de reprendre par le bas les choses, etc. Et au niveau du culturalisme, c'est là, en reprenant par le bas, effectivement, il faut faire très très attention, parce qu'il y a la culture, mais en cultiver la culture au sens d'enfermement, là, ça devient problématique. Ça devient problématique parce que on est soit piégé par le sentimentalisme de Lost Paradise, hein, du paradis perdu, et de l'autre, c'est tout abandonner, hein, etc. Et surtout s'enfermer. C'est là où je vais amener. C'est qu'on peut pas. Et surtout, après, de s'enfermer, puis de faire croire et de leurrer notre esprit en faisant construire ce que j'appelle construire les barreaux dorés de sa propre cage, on ne se rend plus compte que nous sommes prisonniers de nos propres pensées, tout ça, etc. Alors qu'il faut sortir de là, etc. Il faut poser réellement les problèmes. Et c'est pour ça que pour moi, je crains qu'en cultivant le culturalisme, il y a énormément de pièges parce que, d'une part, ça peut redéfinir ce qu'on a connu à travers une forme d'anthropologie poussiéreuse, c'est-à-dire les questions de traits, de particularités. Ça, d'une part. D'autre part, on ne peut plus vivre comme ça, à l'état actuel des choses, surtout à notre temps, où on est appelé à des formes de collection et de co-évaluation, etc., de co-enseignement, tout ça, etc. On a besoin des uns des autres, on ne peut pas évacuer ça. Dire que l'école est coloniale, il y a un arrière-plan d'école coloniale qui existe, etc. Mais l'école a beaucoup évolué aujourd'hui. L'école a beaucoup évolué. Mais justement, comment sortir justement de ces schémas coloniaux? Il faut apprendre à nourrir cette école, nourrir à travers le travail que nous faisons au niveau des programmes, tout ça, etc. Et surtout, réfléchir sur les modalités au niveau pédagogique, tout ça, etc. Et ne pas s'enfermer dans une forme de pédagogie kanak. Ça, je vois bien le danger. Hein. Mais d'en prendre des éléments nécessaires de la société pour en faire que n'importe quel enfant qui soit kanak, tout ça, etc., puisse à la fois découvrir et réussir à l'intérieur de cette école. Et en même temps, non seulement de réussir, mais surtout, c'est de trouver le bien-être. C'est quand même là, le dokamo.
hein, de trouver ce bien-être. À la question que tu posais, la question, eh ben, effectivement, certains enseignants kanaks aujourd'hui, je leur rends compte quand je vais faire mes visites sur les îles et puis je discute avec eux, il y a certains qui ne croient pas aux langues. Hein. Encore aujourd'hui, ils ne croient pas aux langues. Ils ne croient pas aussi aux histoires des fondamentaux. Il y en a qui disent, mais c'est perte de temps tout ça, etc. Vous voyez, c'est quand même grave. C'est quand même grave à l'heure actuelle, etc. Et ils sont constamment dans le doute. Ils ne voient pas que ce sont des opportunités qui ouvrent des fenêtres qui sont là pour pouvoir, ben vous qui êtes en master, ce serait des fenêtres pour aller analyser d'autres choses et pousser plus loin les réflexions, puisque justement, la science vous donne des outils nécessaires de pouvoir questionner vos propres mondes, etc. Justement, c'est en faisant cela qu'on dépasse le binarisme. Ce que j'appelle le binarisme, c'est tout que l'autochtone d'un côté, on peut plus. On peut plus aujourd'hui. Il y a un dicton en marais qui dit tu ne peux pas revendiquer l'air que l'autre respire puisque tu respires le même air que l'autre. C'est Olivier qui nous dit souvent ça. Tu ne peux pas revendiquer l'air que l'autre respire puisque l'air qu'il respire, c'est la même air que tu respires. Ça veut dire qu'on vit dans le même monde. Donc, il y a un moment donné, il faut rappeler à articuler les choses. C'est pas un dicton connu, mais souvent on entend dans les discours quand les vieux parlent. Et effectivement, bah, aujourd'hui, on évolue dans une forme de multiculturalisme, quoi que nous voulions, mais c'est comme ça. Tu parlais aussi de la transmission, effectivement. Il faut transmettre. Il faut s'entendre. Mais comme on l'a montré tout à l'heure, à l'école, il y a une manière de transmettre. On ne peut pas transmettre ce qui se passe à travers l'école comme on transmet ce qui se passe à l'intérieur de la tribu ou de la vie sociale. Il faut bien différencier les deux choses. L'autre, pour la question de l'épistémologie, moi je pense qu'aujourd'hui, enfin c'est mes convictions profondes, je pense que les objets du monde autochtone qui ont été bannis à un moment donné par l'histoire, il faut les reprendre parce qu'il y a des choses très intéressantes pour analyser au sens de la science d'aujourd'hui, etc. Et qui peuvent devenir des objets de... Vous voyez l'histoire de l'école de Nechaot, placée au milieu tout à l'heure, entre les deux, ça montre bien l'ingéniosité, ce que j'appelle l'ingéniosité autochtone pour faire entendre des éléments étrangers en plaçant encore un élément étranger à l'intérieur du milieu qui réconcilie. Mais en fait, ça réconcilie qui? Ben, ça réconcilie des protestants kanaks et des catholiques kanaks. Ben, c'est pas mal comme... Et c'est pas seulement là. Vous voyez le Wengoni, il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, etc. Alors, le livre qui sortira l'an prochain, ben, dedans, vous avez un tableau où il y a des statistiques qui montrent justement la prédominance dans la pensée kanak de cette articulation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à Caroline. Oui, Patrick? Oui, merci Madame Graille. Merci Taïdi. Oui, par rapport à cette réflexion, c'est la question un petit peu de la construction d'une identité professionnelle des enseignants océaniens, parce que ce que tu soulèves là, et moi, j'ai été 15 ans enseignant, et cette question est un petit peu d'une forme de malaise. Malaise face à des programmes qui ne sont pas contextualisés, malaise avec cette pression des programmes et des programmes officiels face à des publics qui ne sont pas toujours réceptifs à ces programmes. Et donc, c'est verbaliser un peu cette forme de malaise ou ces formes de tension que l'enseignant océanien, l'enseignant kanak, qui a réussi, qui par son parcours a réussi, mais qui en même temps est en situation de difficulté et en situation d'insécurité pédagogique, et pour lesquels il faut qu'il trouve parfois
avec un peu parfois du bricolage didactique et pédagogique, trouver les bonnes réponses qui correspondent. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu, est-ce que ce malaise est clairement identifié, clairement verbalisé par les enseignants océaniens. Il faut aussi comprendre, et Tchaïdi l'a expliqué tout à l'heure, que l'école, ça a été peut-être le premier outil d'émancipation. Les premiers élites kanaks sont sortis par l'école, donc il y a une forme de loyauté. C'est ce que disait aussi, c'est ce qu'expliquait Madame Graille. Donc comment faire face à toutes ces contradictions, cette forme de loyauté, mais en même temps avancer et trouver les bonnes réponses. C'est pour ça que ces concepts d'épistémologie autochtone, de savoir autochtone, nous intéressent. Mais maintenant, il va falloir produire. Et il va falloir aussi donner du sens, parce que l'océanien qu'on veut construire, c'est un océanien du XXIe siècle. Ce n'est pas un océanien qui vit dans le passé. Donc comment concilier cette élite, ce cadre, avec les injonctions du monde moderne et trouver du sens. Trouver du sens aussi avec les réalités d'aujourd'hui. Donc c'était pour juste préciser un peu cette question des tensions un peu paradoxales, des injonctions paradoxales entre cet enseignant-là qui construit du sens dans la classe avec des élèves de sa communauté, mais en même temps qui est pris aussi par des programmes et qui ne le met pas à l'aise. Et ça, j'ai l'impression que ces tensions-là ne sont pas suffisamment verbalisées, ne sont pas suffisamment mis en avant. Et là aussi, sur la question de la formation, il faudra aussi qu'on se penche sur ces questions-là. Je pense que c'est important de trouver des réponses en termes de formation. Comment concilier un petit peu ces tensions-là. Voilà, merci. Il y a une question. Non, pardon, excusez-moi. Bozou Tsaïdi. En fait, c'était pour rebondir un peu sur les propos de Patrick et sur les propos de Madame Graille. C'était se demander, justement, on parlait des fondamentaux, FCK et tout. Mais moi, ce qui pose problème, c'est on parle toujours des programmes. Justement, quand on parle de co-construction, on devrait le faire pour les programmes aussi. Parce que là, jusqu'à nos jours, là, c'est toujours du copier-coller sur celui de l'éducation nationale. Je parle pour le primaire. Et les transferts de compétences ont été faits depuis les années 2000. Et jusqu'à nos jours, on n'a toujours pas cette cellule qui permet de penser les programmes en co-construction, justement. Ce point-là, et on revient aussi sur la formation des formateurs. C'est ce qui me semble important. Il faut, à un moment donné, il faut outiller un peu. On veut construire l'école de demain, mais il faut nous outiller pour pouvoir construire cette école. Et ce genre d'institution n'est toujours pas mise en place, comme des cellules de recherche sur la scientificité de tous ces savoirs-là. Je veux dire, on va pas prendre. On sait bien qu'il y a l'ALK ou le CELC, mais il faut travailler conjointement avec les historiens, avec tout le monde. Les linguistes pour produire un savoir qui soit vraiment, qui émane cette forme de scientificité. Et derrière, quand je parlais de la formation de formateurs, c'est essentiel aussi pour les pédagogies qu'on voudra emmener. Parce qu'on parle de la noosphère, mais je veux dire, au niveau de cette noosphère, qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qui permet à ce savoir savant de devenir un savoir enseigné? Enfin, c'est toutes ces questions qu'on se pose parce que on voit tous les efforts qu'ils ont faits, mais à un moment donné, il faut avoir je pense que c'est au-dessus, il faut avoir un courage politique pour le faire. Voilà un peu toutes les questions qui nous taraudent et je pense que si on n'a pas ce courage-là, ben, on sera toujours dans des formes de remaniement. On essaiera toujours de prendre un peu quelque chose par ici pour le mettre à l'intérieur du programme, mais il n'y a pas vraiment un travail de fond, quoi. Voilà un peu, juste pour compléter les propos de Patrick. Excusez-moi.
Voilà. Je vais tenter de répondre, à moins que Patrice... Non, je vais répondre. Ouais, je vais tenter de répondre, justement, alors là, ça retouche à ce que disait tout à l'heure Vincent au niveau des gouvernances. Aujourd'hui, ça devient incontournable. Il faut que l'autochtone participe dans les modes de gouvernance. S'il faut influencer, s'il faut proposer tout ça, etc., il faut que... Et puis... que la puissance de tutelle accepte que l'autochtone participe dans les décisions au niveau du pays. Faut que ça, et ça nous dépasse un peu, mais c'est comme tu dis, il faut avoir le courage politique pour ça. Mais il faut, c'est même une condition. C'est même une condition aujourd'hui. Pourquoi pas, par exemple, un vice-recteur ou un recteur océanien? Pourquoi pas? Kanak, océanien. Pourquoi pas? Ça, ce serait quelque chose de formidable. Parce que, comme on disait tout à l'heure, si les enseignants doutent, si celui qui gouverne justement les enseignants doute, eh ben, je ne vois pas comment les enseignants peuvent changer. Puisqu'il faut que celui qui mène la troupe, qui soit convaincu et convaincant pour ça, c'est d'une part, au niveau de la gouvernance. Et il faut que les leaders y réfléchissent là-dessus. Ça, c'est un point très, très important. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... aujourd'hui, il faut construire... on peut envoyer un jeune pour passer et être inspecteur des langues et de la culture, comme dans d'autres comtés. Il y a des inspecteurs, que ce soit en Bretagne ou d'autres, qui participent. Justement, il faut, etc. Au niveau de la pédagogie, effectivement, il faut travailler. Ça, il faut dans les recherches, justement, pour vous qui êtes de la jeunesse, en master, tout ça, etc., vous vous dirigez, pour ceux qui sont intéressés par l'enseignement, vous dirigez et essayez d'aller sur le terrain, de voir comment les choses se transmettent et les retravailler de sorte qu'elles soient propices pour développer justement de la pédagogie. On ne peut pas décréter, ça ne se décrète pas comme ça. C'est tout un travail de réflexion, etc., et qui deviennent après des propositions pour pouvoir les avancer. Et justement, ça, c'est important parce que ça va toucher directement les centres de formation. Les centres de formation, on ne peut pas toujours juger les gens sur, par exemple, les normes qui restent depuis, etc. Moi, je vois, par exemple, sur les langues, un jeune qui fait les langues, on ne peut pas le juger sur les normes liées à d'autres langues, tout ça, alors qu'il sait que quand il sort d'un centre de formation, il va utiliser les langues kanak, tout ça, etc. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Donc il faut changer. Il faut changer de façon de former les gens. Et de plus en plus, il faut former des gens au sens du multiculturalisme, tout ça, etc., et non plus séparés. C'est-à-dire que dans les centres de formation aujourd'hui, moi je dis mes pensées, mais fortement, c'est-à-dire que celui qui est en littérature, qui va passer être prof de français, eh ben, il doit bénéficier aussi des programmes d'enseignement liés aux langues, parce qu'il ne va pas enseigner au-delà, il va être appelé à enseigner ici. Donc il doit connaître l'enfant qui a pas acquis. L'enfant qui a déouvert, l'enfant qui a dégonné. Donc il faut absolument que ces enseignements-là. Je remonte un peu au niveau des tensions. Effectivement, à force de donner les choses d'une manière où les gens sont appelés à tergiverser, on ne sait pas trop si c'est ça ou c'est ça, etc. Ben, le doute persiste et puis les gens ils vont pas trop s'engager. Parce que qu'est-ce qui est sécurisant? Ben, c'est ce qui est déjà construit. Je donne un exemple. Si vous voulez qu'un enfant ou un habitant des squats
migre et va dans un lotissement, c'est pas de le mettre dans un bâtiment. Il faut construire les conditions nécessaires qui ressemblent à ses propres libertés quand il est dans le squat. Sinon, il ne se retrouve pas. Donc ça, il me semble très important là-dessus. L'histoire de la légitimité de la loyauté, bien entendu. L'histoire a fait que l'école, les gens ils essayent d'être... les vieux monis l'ont montré, etc. Mais aujourd'hui, on peut aller au-delà pour produire des programmes et une école, alors comme dit Bensa, à taille humaine, mais aussi une école qui est assez proche de la société calédonienne dans sa mixité. Et ça, je pense que c'est une dimension très importante. Quant à la construction d'une identité enseignante océanienne, avec l'histoire du malaise et que souvent ils sont en bricolage, parfois, moi je dis, il faut tenir compte de ce bricolage, mais il faut à un moment donné saisir ce bricolage et le formaliser et le retravailler. Parce qu'il y a des choses qui se construisent d'une manière, comment dire ça, un peu sur le côté, mais qui produisent. Freinet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bricolé. Et un jour, c'est devenu le pédagogue le plus connu en France. Et pourtant, on l'a banni au niveau des académies. L'inspecteur qui est venu l'inspecter, il a noté. Il a sanctionné. Et pourtant, aujourd'hui, qui ne connaît pas Freinet? Même aux États-Unis, ils connaissent Freinet. Et il a bricolé, Freinet. Parce qu'il s'est soucié de ces petits issus de la guerre. Donc, vous voyez, le bricolage n'est pas mauvais en soi. On peut faire, mais il faut faire les choses sérieusement. Et il l'a prouvé par la suite, avec les autres. Je pense que je m'arrête pas là. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, Patrice? Alors, plusieurs questions. Je voudrais commencer par les dernières interventions autour de la question qui avait été posée par Caroline. C'est une sorte de must dans les discussions sur l'éducation dans le Pacifique d'opposer l'éducation à l'anglo-saxonne et l'éducation française. L'éducation à l'anglo-saxonne serait fondamentalement culturaliste, avec des écoles autochtones, et effectivement, on voit bien qu'il y a un véritable développement qui mène à la bipartition, c'est-à-dire à développement d'écoles séparées, de savoirs séparés, de sociétés qui vont être clivées. Et on oppose l'espace français. Alors là, effectivement, l'espace, il n'est pas français, il n'est pas culturaliste, il ignore même les cultures. C'est une grande caractéristique d'ignorer les cultures. Et alors, le résultat, c'est qu'il fait exactement la même chose que l'école anglo-saxonne. Faut pas croire que c'est mieux. Il fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le transposer dans la société, il le colle à l'intérieur de l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant, lui, qui devient clivé et pas simplement la société. Et donc, il est traversé par ces problèmes-là. Alors, bien sûr, l'école a beaucoup évolué pour essayer aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, de prendre en compte l'enseignement de la culture kanak. Mais quelle culture kanak et comment? Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux de la culture kanak? Les fondamentaux de la culture kanak, c'est l'enseignement pour l'ensemble des communautés qui sont présentes, bien entendu, de l'enseignement d'un certain nombre de réalités kanak qui vont certainement intéresser le petit javanais, mais l'enfant kanak, lui, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? On va lui apprendre une sorte de version livresque et abstraite de sa propre culture. Ce qui pose effectivement le problème réellement, à la fois de la manière dont pose le problème, tu le poses, toi, Eddy, mais tu ne poses qu'une moitié du problème, ce qui est celle de savoir comment on peut faire rentrer la culture dans l'école. Mais la question à l'inverse, c'est comment on peut faire rentrer l'école dans la culture, hein? C'est-à-dire comment on peut faire pour que cette école, elle devienne réellement à l'image de la société. Si la société est clivée, ce qui est le cas ici, ben on peut effectivement faire des formations de formateurs, on peut évoquer tout ce que John et Patrick ont dit, mais la vérité, c'est que tant qu'on n'aura pas conçu le lien politique sur lequel l'école va se poser et que le lien politique sera clivé, tant qu'on n'aura pas posé la question de ce qui unit et de la manière dont en même temps on gère les multiplicités culturelles, je vois pas comment on peut aboutir. Donc ma première question, c'est, je pense que n'as-tu pas le sentiment, c'est un peu de critique, mais c'est en même temps une question, que tu as manqué une partie du problème. Le deuxième problème, c'est
qu'est-ce que c'est que ce qu'on enseigne et en quoi la culture autochtone peut être objet d'enseignement. Alors, je l'ai dit, ça peut être un objet d'enseignement parce que on va apprendre, au même titre qu'on va apprendre de l'histoire et de la géographie, on va apprendre à l'ensemble des gens d'ici un certain nombre de réalités culturelles, avec le risque, bien entendu, comme l'histoire, qu'on enseigne des questions figées. Mais quand est-ce qu'on va enseigner, non pas simplement quel est le calendrier de l'igname pour que les gens soient au courant que c'est le moment, mais on va apprendre à planter des ignames. Quand est-ce qu'on va apprendre à construire une case? Ou, parce que la culture kanak n'est pas figée, quand est-ce qu'on va faire rentrer la culture réelle à l'intérieur de la société, et notamment apprendre ce que c'est que le Kaneka ou ce que sont les poètes kanak actuels, etc. Donc il y a toute une série de problèmes de savoir quelle culture on enseigne. Par ailleurs, ensuite, ça c'est un type de savoir. Mais le savoir scientifique, c'est pas simplement ce savoir-là qui peut être donné par les anthropologues, etc. C'est des savoirs plus complexes qui peuvent être pris. Je prends un exemple. On travaille sur les maladies et les thérapeutiques kanak traditionnelles. Je peux expliquer ce que c'est qu'un guérisseur, comment il travaille, quels sont les types de maladies qui existent. Je fais de l'anthropologie. Puis à un moment donné, je peux aussi prendre ce savoir-là et m'interroger sur la manière dont ce savoir va modifier la manière dont moi, dans ma propre culture, j'appréhende la maladie. Parce que d'une certaine manière, peut-être que ça me révèle des aspects dont je ne parle pas dans ma maladie. Voilà. Et puis, à l'inverse, est-ce que ça ne nous révèle pas des choses au-delà de ces savoirs, des choses sur qu'est-ce que c'est que la maladie en général? On dit que c'est un complexe bio-psychosocial. C'est la définition de l'OMS. Est-ce que les cultures kanak n'ont pas quelque chose à apprendre aux sciences, tout simplement, y compris à la médecine, sur la manière dont... Ça aussi, c'est encore des savoirs. Donc, je pense que en focalisant sur l'école, tu prends un deuxième risque, et c'est la question, qui est en fait, en essayant de parler de ça, est-ce que tu risques pas de réduire les savoirs kanak à quelque chose qui est finalement pas ce qu'il y a de plus essentiel? C'est une question. Merci Patrice pour ta question. Alors il y a une autre question. Merci Eddie pour ne pas te déranger encore plus, parce que je pense que ça va dans le sens des interventions de Patrick. Je voudrais te demander dans quelle rubrique de l'apprentissage, si on devait parler des sentiments humains dans les espaces culturels de la culture kanak, dans quelle rubrique tu vas classer? C'est ça ma première question. Parce qu'on va aller au cœur de ce que tu veux faire. Je t'entends depuis tout à l'heure, tu veux faire des langues, la science, mais la science, elle n'a pas d'âme. Et les cultures kanak sont basées sur tout ce qui est sentiment humain. Et donc, avec quels moyens pédagogiques vas-tu mettre en œuvre pour enseigner ces sentiments humains? Merci. Merci pour ta question. Donc, je vais repartir de votre question en remontant vers Patricia. Effectivement, cette histoire les questions des sentiments, tout ça à l'intérieur de la société et de la pédagogie, c'est pour cela que l'histoire de la dépersonnalisation que vous voyez tout à l'heure, c'est que quand on est dans le milieu, tout ce qui est savoir, tout ça, sa connaissance, tout ça, etc., évidemment, il y a toutes ces histoires de sentiments, tout ça, etc. Ça, c'est sûr que... sauf que si on fait évoluer ce savoir-là, je prends l'igname, tout ça, etc., et à l'intérieur du monde de la science, on va l'étudier comme objet. Mais toujours est-il qu'il y a comment dire ça là, il y a des questions qui sont toujours liées à des questions de sentiments qui touchent l'objet.
Mais à un moment donné, il faut savoir que quand on étudie un phénomène de la société, le fait de basculer un peu dans l'étude des sciences, c'est pour retirer des connaissances et des savoirs quand même assez figés, etc. Un peu dénaturé des questions de sentiments, tout ça, etc. Lorsque ce savoir, et ça c'est le rôle de l'école, lorsque ce savoir rejoint la question de l'école, là c'est un travail aussi de l'enseignant, de faire en sorte à ce que quand même on conserve une partie d'affectivité, tout ça, etc. Parce que c'est quand même la culture de l'enfant. Mais c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que je reconnais honnêtement que dès que et ça c'est l'apprentissage que quand on fait des études, tout ça, c'est qu'on nous dit à un moment donné il faut passer et le savoir quand il évolue, ben à un moment donné tout ce qui est sentiment, état d'âme, tout ça, etc. Il faut commencer à larguer parce qu'on va faire apprendre des choses assez dures, tout ça, etc. Mais je reconnais que c'est quelque chose qui n'est pas facile au niveau des questions de sentiments, tout ça, etc., à l'intérieur des savoirs, tout ça, etc. Alors, quelle rubrique? Là, pour l'instant, je te dis, franchement, je ne sais pas où ranger ce genre de... Néanmoins, à l'école, on peut toujours garder... par exemple, Patrice, tout à l'heure, parlait du calendrier de l'INAM. Ça peut être l'objet d'un travail qui peut être fait à l'intérieur de l'école. Et il y a toujours ce côté, le sentiment culturel qui peut être touché, mais indirectement. Parce que le but, c'est quand même de faire acquérir chez l'enfant la notion de chronologie, tout ça, etc. Et les pratiques à l'intérieur de la société sur la question de la chronologie, tout ça, etc. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à ta question, mais j'avoue que j'aurais du mal à répondre là-dessus. Je reviens à Patrice tout à l'heure, et quand tu parlais de réduction, effectivement, ça, j'avoue que la science, à un moment donné, participe à une forme de réduction des choses, etc. Je ne prétends pas... On peut pas... on peut enseigner des bouts. On peut isoler des bouts de connaissances et de savoir des sociétés impliquées dans l'enseignement, tout ça, etc. Même si on se dit que il faut considérer les choses au sens total. Mais à l'intérieur de nos enseignements, on ne prend que des bouts. Et on ne transmet que des bouts. Alors effectivement, comment faire apprendre aux autres la culture? Alors ça, c'est la grosse question. Tu poses effectivement, ça c'est le défi. C'est le défi que le pays doit relever. De sorte que les autres puissent accepter la culture kanak. De sorte que les autres puissent apprendre ce qu'il en est de la culture kanak. Et tu parlais, tu disais, mais quand est-ce qu'on va faire l'étude? Moi, volontiers, moi je dis, si demain... les politiques décident qu'on fait le calendrier de l'INAM, tout ça, etc. Je le fais, moi, au niveau des formations, tout ça, on apprend. Mais à chaque fois, on dirige toujours vers des connaissances savantes de l'école, tout ça, etc., sur la chronologie, sur les pratiques, tout ça, etc. Il y a toujours ces idées. Mais il y a, je pense qu'il faut approfondir cette histoire et puis s'intéresser à la vie réelle, comme tu le décris. Alors, pour les questions liées au Kaneka, tout ça, effectivement, moi, je pense que c'est important de faire entrer ça dans l'école, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu des travaux, pas seulement des travaux de description au niveau des recherches, mais est-ce qu'il y a eu des travaux au sens des programmes aujourd'hui qui permettent de pouvoir faire entrer ces programmes-là à l'intérieur de l'école? Ça, c'est pas encore gagné, ça. Moi, je pense que c'est une dimension très importante. Alors, quand tu dis que j'ai manqué une partie première, c'est vrai que j'ai remarqué que je me suis dirigé beaucoup plus sur les transformations et sur les postures, tout ça, etc. Mais la dimension liée à la question des savoirs, tout ça, etc., liée au fait que
il faut intégrer les savoirs. J'ai pas beaucoup traité, mais au fond de moi, je suis entièrement d'accord. J'ai répondu à une personne, j'ai dit, mais on me donne, je relève le défi, on me donne 10 personnes, c'est moi qui choisis, on peut. Mais tant qu'on est dispatché comme ça, là, c'est pas... Mais 10 personnes. Après, là, je vais mettre les ingénieries nécessaires. Mais on peut. Après, on a des aides, etc. Alors, j'ai dit ça à une personne, pas pour se débarrasser, mais c'est pour montrer que c'est faisable. C'est faisable d'intégrer des éléments de la culture, et ça se fait. Mais il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut faire d'une manière habilitée, d'une manière sérieuse, tout ça, etc. Il ne faut pas que ça... Le but, c'est de ne pas tomber dans le folklorisme et le business à l'intérieur de l'école. C'est un peu ça le piège. Madame? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Patrice. Oui. On en reparlera, oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de l'enseignement des langues? Pour vous donner le contexte de ma question, donc je suis moi-même chercheur au CNRS en linguistique. Et je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans. Donc, je suis en mission ici. Quand on est arrivé il y a 4 mois, j'ai pris rendez-vous avec la directrice de son école, et en moyenne section de la maternelle. Et j'ai demandé, entre autres, s'il y avait des activités d'éveil aux langues, particulièrement aux langues kanak. Et on m'a dit, mot par mot, les langues kanak ne sont pas pour les petits Européens. Et là, j'étais bouche bée, dans une position qu'on connaît tous, si on est parent, où le bien-être de notre enfant est en jeu. Donc, comment naviguer cette déclaration. Donc, on a continué à parler et on m'a dit, Madame, de toute façon, il n'y a pas d'enseignant de langue étrangère à la maternelle. Et là, je ne pouvais pas me retenir. J'ai dit, mais les langues kanak ne sont pas des langues étrangères. Et donc, quand on a le rectorat, on a les programmes, mais sur les terrains, on a soit de la mauvaise foi, soit du mépris. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, on peut faire pour être acteurs? Donc, je ne savais pas comment répondre et je ne sais toujours pas comment j'aurais pu répondre. Alors, je vais tenter de répondre. Vous m'excusez, madame, donc moi je ne suis pas linguiste de formation, mais je veux dire un peu par rapport à ce que j'en sais, c'est qu'au niveau des langues, pour l'instant, c'est encore, je crois que c'est sous forme de volontariat au niveau des parents, etc. Quant à la question que vous êtes en train de poser, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour les petits Européens, ben ça me pose un peu quoi, parce que beaucoup de jeunes Européens, d'enfants européens dans la province sud, c'est ceux-là qui un peu, je crois, alimentent les groupes au niveau des langues. Ça, c'est une part. Au niveau de l'enseignement des langues, alors malheureusement, je serais d'une manière, ce serait imparfait de vous répondre, parce que la personne la plus habilitée, c'est M. Ouachali. Alors lui, il est occupé aujourd'hui, mais c'est lui qui est le spécialiste en langue. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est là où je veux rebondir quand même sur le fait que c'est langue étrangère. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que dans par exemple, les fiches de suivi des enseignants, vous savez, les langues kanak, c'est classé comme langue étrangère, à côté de l'anglais. Donc, c'est-à-dire que quand je vais visiter un enseignant et qui pratique, par exemple,
les langues, je vais d'abord, un peu ce que critiquait Patrice tout à l'heure, c'est que je vais d'abord agir sur les compétences générales de l'enseignant, alors que je sais que cet enseignant, à la sortie de formation, ça va être un enseignant en langue, etc. Et dedans, vous voyez, il n'y a pas de critères d'évaluation de ce genre d'enseignant en langue. Et je peux vous dire, parce que je n'ai pas le document, mais je peux vous montrer que c'est les langues kanak. Il faut savoir, les langues kanak sont classées parmi les langues étrangères. Et je n'ai pas la preuve avec moi, mais et il y a dans la rubrique langue étrangère, vous savez, il y a juste un petit encadré comme ça, et vous devez cocher pratique ou ne pratique pas la langue. Et puis vous notez un petit truc. Mais comment vous voulez que sur la sémantique, tout ça, si jamais la personne travaille sur le lexique, la sémantique, tout ça, c'est difficile. Il n'y a pas. Si voilà, je peux me permettre, là, effectivement, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur la nécessité de la co-construction. Parce que si on regarde la raison pour laquelle, et ce n'est pas une explication légitime, mais la raison pour laquelle on retrouve les langues kanak de manière complètement aberrante, perçues comme des langues étrangères ici, c'est parce qu'elles sont, au niveau institutionnel, considérées au niveau académique comme les langues Océanie-Pacifique. Donc, en d'autres termes, ce qu'on regarde, c'est qu'elles sont en section 15 du CNU. D'accord ? Et donc, la vision qui est donnée des langues, c'est une vision ethnocentrique, c'est de la vision parisienne, pour être clair. Vous voyez ? Tout comme la section, ça va être la section langues anglophones, etc., etc. Donc, en d'autres termes, on a une langue, ou des langues, en l'occurrence, qui sont des langues légitimes sur un territoire, mais qui sont vues par Paris comme des langues exogènes, en quelque sorte. Vous voyez, et on arrive à ce paradoxe, et là on dépasse très loin de la question scolaire ou la question des savoirs, à ce paradoxe que la construction politique à laquelle on a affaire contribue à une incompréhension sur la place légitime que peuvent avoir des langues sur un territoire donné. Oui. Ça contribue aussi à, et là c'est encore un autre point, mais c'est juste pour compléter ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la place des langues, le CAPES de langue kanak qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est une avancée, mais c'est une avancée qui, pour moi, est paradoxale. Et là, je parle dans un autre registre, puisque l'exemple qui a été pris, ou plutôt le modèle qui a été retenu pour le CAPES de langue kanak, c'est le CAPES de breton. Donc, tu me parlais du phare breton tout à l'heure, vous aurez compris que je suis un petit peu concerné par la question. Le CAPES de breton a été arraché de haute lutte dans les années 80, mais dans une perspective qui était une perspective de bivalence, puisque les enseignants étaient susceptibles d'être nommés un peu partout en métropole et pas uniquement en Bretagne, et ça signifiait que dans des régions où on ne pratique pas le breton, ils devaient être capables d'enseigner une autre discipline. C'est pas satisfaisant, mais c'était compréhensible par rapport au fonctionnement métropolitain. Si on se positionne en Nouvelle-Calédonie, moi je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir un CAPES qui est basé sur la logique du CAPES de breton, où on doit avoir des gens qui enseignent une des langues kanak et des maths, de l'anglais, du français, de l'histoire géo à côté. Ça n'a pas de sens. Ce qui aurait du sens quand on sait qu'il y a 28 langues, et je ne parle pas des dialectes et du créole, ça aurait été d'avoir éventuellement une langue de la Grande Terre et une langue des îles. Et qu'éventuellement on puisse varier d'une année sur l'autre quel type d'enseignant allait apprendre quel type de langue, de manière à ce qu'on puisse couvrir autant que possible les différentes aires. C'est pas ça qui a été choisi. On a eu l'occasion d'en parler au moment du colloque de l'ANK. On en a parlé avec l'ancien vice-recteur aussi, puisqu'on avait fait un colloque en 2018. On a vu la primauté de l'information. J'ai dit mais c'est n'importe quoi. Et là je dis je sais d'où je parle. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que pour moi autant on peut considérer comme d'une certaine manière légitime la manière dont les CAPES de breton a été conçu, dans la mesure où il y a un mouvement national en métropole, autant ici, ça n'a pas de sens. Et c'est problématique parce que ça veut dire qu'on aurait pu avoir une bivalence, mais avec deux langues kanak. Vous voyez ? Et ce n'est pas ce choix qui a été fait. Donc là, maintenant, ce n'est pas moi qui décide, évidemment. Pas... Mais quand on parle de construction, là, on est en plein dedans. On est exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que la décision a été prise à Paris,
Elle a été imposée, de la même manière qu'on a des langues étrangères alors que ce sont des langues nationales en réalité. Et le résultat, il est de même nature, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspond pas aux besoins. Oui. Donc voilà, c'était juste pour clore la question, mais pour apporter un éclairage aussi, pour le coup un peu exogène, mais qui contribue aussi à faire comprendre pourquoi on est dans des situations qui sont parfois paradoxales. Voilà. Donc, simplement pour rajouter par rapport à ce que dit Yann, justement, ça a provoqué un problème à tel point que moi, j'ai refusé d'y participer. J'ai refusé d'y participer. J'ai écrit directement parce que l'inspecteur général m'a appelé à 8 h du soir à la maison. Je regardais. Alors, généralement, c'est mon petit frère qui m'appelle parce qu'il est sur Paris. Mais j'ai trouvé drôle le numéro et voilà, il forçait un peu. J'ai dit non, non, ça ne marche pas. On a pris une décision, puis vous n'avez pas tenu compte. Et puis voilà. Et en plus, les collègues m'appuyaient là-dessus. Enfin, il y a un partage de sentiments, et en parlant de sentiments, il y a un partage de sentiments par rapport à tout ça, etc. Et voilà, j'ai refusé parce que c'est des prises de position où il faut être ferme, parce que ça engage des choses qui feraient évoluer le pays. Et là, on ne peut pas. Voilà. Alors, il y a une question là-bas, au fond. À côté, Yann. Je sors un peu de la linguistique. Ma question, je voudrais avoir des infos ou des réponses sur la place au fait de la religion dans l'école, dans les savoirs autochtones. Je parlerai ici du cas de Futuna, où vous le savez très bien, où les savoirs autochtones, où la vision océanienne, futunienne sur le monde, elle est beaucoup impactée et influencée par la religion. De la même manière, il n'y a pas d'école laïque. C'est la mission catholique, enfin, c'est l'Église catholique l'enseignement catholique qui tient l'école à Futuna. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'il y a des travaux sur la manière de déconstruire cette vision des choses, enfin sur l'impact de la religion, du christianisme sur les savoirs autochtones, et comment en fait, si en tout cas en Calédonie il y a des travaux sur cela, si on arrive à déconstruire ce phénomène, et parce que l'école c'est tout d'abord permettre à l'enfant de s'ouvrir vers le monde, et de base de son plus jeune âge il est conditionné dans cette vision chrétienne et du coup il est renfermé un peu dans une seule vision du monde. Et je voudrais savoir si au niveau des programmes ici et des travaux en tout cas en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a une réflexion sur cela, et surtout sur ces savoirs autochtones qui sont que moi de Futuna je vois qui sont vraiment influencés, où il y a des notions sur lesquelles on est des concepts qui sont perdus, qui sont perdus à cause de la religion. Voilà. Merci de votre question. Alors, simplement pour être très rapide là-dessus, je pense qu'il y a très peu de travaux pour l'instant là-dessus. Il y a des travaux en général sur les religions, tout ça, etc. Mais sur l'articulation à l'intérieur de l'école, moi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Patrice, non, etc. Par contre, alors ici, justement, le problème, vous, à Wallis et Futuna, justement, il y a ces 100% l'Église qui s'occupe de l'enseignement. Il faut savoir, ici, il y a un fort sentiment religieux lié à l'histoire des missionnaires sur les îles, tout ça, etc., et sur la Grande Terre, parce que c'est quand même eux, les missionnaires, qui amènent justement et qui implantent les premières écoles.
Après, il y a l'école publique qui arrive vers les années 1860, 64, tout ça avec le gouverneur Guillaume. Mais c'est vrai que les gens sont très attachés à l'histoire religieuse, etc. Mais à mon sens, pour répondre à votre question, je n'ai pas dans ma tête des travaux sur ce domaine. Je ne sais pas si Vincent en suit, mais... Oui. Ah oui. Oui. Ouais. C'est sur Linard. Lui, c'est sur Linard. Ouais. Ah, la thèse, oui. Mais la deuxième chose, avant de... la deuxième chose, effectivement, il y a une articulation entre les valeurs religieuses et les valeurs culturelles. D'ailleurs, les gens, ils vous disent, hein, la coutume et la religion sont unies. C'est que j'ai des doutes parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Les preuves nous sont amenées avec des événements qui arrivent, là, etc. Voilà. Mais toujours est-il que le sentiment religieux est très, très présent dans le monde. Mais voilà, avant de passer voilà une bonne question qui serait l'objet d'une thèse. Et vous êtes en master et ça mérite d'être analysé, hein, justement, face à la laïcité. Deux remarques. La poignée de main de Jean-Marie Chibaou et de Jacques Lafleur incite et vous encourage le monde universitaire à rechercher, à dépasser ces oppositions. Je pense que le message, ce qu'il faut comprendre au-delà de la poignée de main, c'est deux civilisations qui vont essayer de se comprendre, de dire il y a une certaine complémentarité. Et la deuxième intervention, c'est cette problématique-là qui est posée par le jeune Foutounien. Je pense que c'est bien cela. Les jeunes, maintenant, ils ont une vision. Avec Google Earth, ils voient le soleil et les planètes qui sont autour. Et ils connaissent aussi l'histoire de la France. Comment est née la République, la douloureuse naissance de la République. En France. Et la République, je pense que la poignée de main a essayé de réconcilier deux choses, le visible et l'invisible, sur notre manière de dire. Et sur la question tout à l'heure qui est dit, est-ce qu'il y a une recherche ou des gens qui font de la recherche, je le dis parce que je suis de l'IFU, la connaissance autochtone, si on veut l'enfermer, il faudra le faire pour pouvoir l'enfermer. Mais tous les dimanches ou pendant tout le mariage, le discours judéo-chrétien qui est sous-entendu dans le discours autochtone, parce qu'on le ressent et on le vit tous les jours en Pérou. Il faut le vivre quand tu es dans les cérémonies de mariage et dans les pratiques. Pour résumer, il y a un processus qui est proposé par la lecture judéo-chrétienne, et j'insiste bien là-dessus, sur la lecture judéo-chrétienne. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Sur le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a trois étapes. Il y a trois étapes qui se manifestent lors des cérémonies de mariage. Le clan du garçon qui prépare le mariage, et il y a des discours qui vont avec. Après, il y a les tontons qui arrivent pour clôturer. Après, il y a la famille de la fille qui arrive, le 1 et le 2, et après, on va au temple. C'est toute cette colonisation, il faut dire, si c'est cette colonisation-là qu'il faut déstructurer. À l'IFU, le discours raconte ce processus de laver, de purifier et de sanctifier. Voilà la problématique que nous, au niveau de l'enseignement privé, actuellement, nous sommes en train de dire.
il y a eu cette approche républicaine là-bas. Mais ici, la poignée de main raconte bien cette évolution, quoi. Donc, nous, actuellement, au niveau de l'enseignement privé, dans l'actualité, nous sommes en train de nous questionner sur comment est-ce qu'on accompagne les jeunes pour dire, eh bien, sur notre vision, une fois que le corps il meurt, l'esprit continue. Donc, c'est pas la laïcité pour nous, elle n'est pas exclusive. Il y a une certaine diversité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est quelque chose qui nous questionne aussi au niveau de l'enseignement privé et au niveau de la Radio Jido, parce que le totem, et puis Freud il le dit bien, dans Totem et Tabou, tout processus d'évolution de société, il y a d'abord eu le monde animiste, le monde religieux et le monde scientifique. Et ce processus-là, nous sommes en train de le vivre. D'autres sont restés encore très animistes, avec les totems, avec l'igname. D'autres, ils sont passés à la classe religieuse, avec tous les mouvements religieux, mais il y a l'aspect scientifique. Donc, comment est-ce qu'il faut concilier tout ça? Voilà. Toutes les planètes sont en train de danser autour de la Lune. Je ne sais pas s'il y a d'autres planètes plus loin, mais en tous les cas, vous, votre génération, vous avez l'opportunité d'explorer toute cette galaxie-là s'il n'y a pas d'autres mondes ailleurs. Et puis, je vous encourage. Et merci encore pour ceux qui organisent cet espace. Merci, Adi. On va être obligé de clore, malheureusement, mais je vois que le débat est extrêmement riche et que on prend une dernière question. Alors, moi, je suis wallisienne et je voulais juste avoir une réponse à votre avis par rapport à la problématique du décrochage scolaire et de la délinquance. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un problème dû à une forme d'insécurité symbolique qui est persistante et à une forme d'uniformisation culturelle qui impacte fortement en fait les comportements des jeunes Kanaks et des autres ethnies, bien sûr, qui les amène à ne pas se reconnaître dans le système scolaire. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des insuffisances dans la façon de gérer et d'anticiper cette problématique-là? Je vais tenter de répondre rapidement à votre question par rapport à cette histoire de décrochage, tout ça, etc. Donc, il faut bien discerner la pratique du décrochage qui se fait dans les établissements, tout ça, etc. Après, à quoi ça renvoie, ça, il faut une étude très approfondie, parce que c'est vrai que, et ça je le dis, quand les objets symboliques qui meublent l'esprit de la personne bougent, les pratiques bougent aussi. Hein? C'est-à-dire que si vous voyez les choses plus comme vous avez l'habitude de voir, ben, évidemment, vous allez adopter d'autres comportements. Oui, je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc, je pense que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est des problèmes qui renvoient justement à des aspects symboliques qui ont bougé dans leur univers mental, et que ces choses-là, à un moment donné, ils ne se retrouvent plus. Mais, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent plus dans la façon de penser, mais qu'ils ont du mal à retrouver dans la société parce qu'il y a une ambivalence dans la société entre discours coutumiers, entre discours non coutumiers et aussi discours religieux. Hein, vous voyez, ça va encore pour notre génération, mais la génération des jeunes aujourd'hui, ben, ils ne croient plus presque pas au discours des vieux. Vous voyez, donc ça bouge, les choses bougent, et bougent tellement vite, à tel point que, ben, à l'école, ça se ressent, les problèmes, etc. Ça, je pense. Quand vous parlez ils n'arrivent plus à se référer, tout ça, etc. Effectivement. Parce qu'une certaine génération, il y avait les images identificatoires. Il y avait les vieux, il y avait les pasteurs, il y avait les curés, on a des images symboliques qui sont là. Aujourd'hui, et encore, à l'époque, on avait l'armée, tout ça, qui permet au niveau de la chronologie, tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte pour pouvoir analyser. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre à 100% à votre question,
parce que, et même à 90%, parce que je n'ai pas d'analyse approfondie sur ces questions. Mais je pense que, fortement, quelque chose a bougé dans l'imaginaire mental de la société. Et ça, c'est sûr que si cette chose-là bouge, et ça rejoint ce que disait Caroline tout à l'heure, vous voyez, la prépondérance de revenir aux contes, tout ça, etc., les légendes, tout ça, etc. Il faut réaffirmer ces choses-là, parce que ça apporte une certaine stabilité et des références psychiques pour pouvoir fixer notre façon de penser, etc. Et vous voyez bien, ici, ça pour terminer là-dessus, vous voyez bien que un enfant, un petit Européen, qui lui, il vit dans un monde avec la langue française, tout ça, etc. Quand il va à l'école, il retrouve les mêmes éléments d'arrière-plan de référence. Et quand il ressort, etc. Contrairement à des petits jeunes de la tribu. Vous voyez, ils sont obligés tout le temps de repenser les choses. C'est pas un mal, parce que c'est cette dynamique d'esprit qui est intéressante. Mais encore faut-il déterminer les éléments qui fixent le côté. Mais là, je peux pas explorer, je peux pas vous dire parce que j'ai pas exploré. Voilà. Okay. Marie-Elisabeth, merci pour votre intervention très intéressante. J'aurais juste, je ne vais pas prolonger, j'aurais juste une question à vous poser. Vous avez parlé de l'école publique comme de l'école du peuple. Mais il me semble que dans les années 50, l'école publique ne recevait que les chefs. Au lycée La Pérouse ne pouvaient aller en cours que les chefs. Oui, à Nouméa. Que les chefs ou les fils de chefs, enfin les gens d'une certaine catégorie mélanésienne. Et l'école privée recevait tous les élèves qui n'étaient pas fils de chefs. Donc ce n'était pas une école du peuple à l'époque. Il me semble que l'enseignement privé catholique ou protestant, si l'on regarde par exemple la biographie de Paul Néautine, il dit bien que lui, il n'était pas fils de chef, donc il a été à l'école catholique. Et l'enseignement protestant a été assez novateur dans les années 70-80, où on a commencé à enseigner le Wailou, grâce à des moniteurs de Wailou et à l'accompagnement de Madame de la Fontinelle. Donc, si malheureusement l'enseignement privé aujourd'hui est en difficulté, il a été à un moment donné novateur. Et l'enseignement public en Calédonie, c'était l'enseignement de l'élite, y compris de l'élite kanak au sens de coutumier. Donc, il me semble. Hein. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est, ça c'était une question plutôt, mais une remarque. Mais vous l'avez évoqué, l'enseignement de la culture kanak à l'école, oui, tout à fait, on est pour, mais comment un petit Javanais va se retrouver là, comment un petit Indonésien va se retrouver là, comment un petit Japonais ou Chinois, ils sont rares, hein, va se retrouver dans cette culture enseignée à l'école. C'est juste une question que je me pose. Merci. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de l'école, attention, quand je parlais de l'école du peuple, c'est simplement l'idéal qui a été véhiculé par les révolutionnaires. C'est pour ça qu'il y a le discours de Condorcet, tout ça, etc., qui parlait de cette école, tout ça, etc. Mais ici, il faut retourner à l'assiette. Hein. C'est pas du tout. Moi-même qui ai fait l'école privée, justement, j'étais à Frédéric-sur-Lot et après, pour passer au 6e, je ne vous dis pas, j'étais obligé de faire la 6e à Wailou parce que, voilà, simplement pour vous rappeler. Mais l'école publique, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'était quand même assez fermé. Et d'ailleurs, si vous êtes passé vers le bas, où il y a le clocher, où il y a les salles de TD du droit, c'est là où il y a l'école indigène. C'est-à-dire que quand on venait, enfin, pas moi, mais je crois que moi j'ai fait les Frédéric-sur-Lot, mais l'inspecteur Guainer, qui est l'inspecteur aujourd'hui, et il y a bien d'autres, eh ben, ils arrivaient là. Ils prenaient le bateau au quai là-bas où il y a le Bétitio, et puis ils faisaient le tour comme ça, et ils restaient là.
Voilà, il y a M. Wenewa aussi qui a fait ces écoles-là. Donc, c'était pas vraiment, effectivement, vous avez raison, c'est pas vraiment l'école du peuple, mais c'est vraiment. Néanmoins, ça a permis quand même à ces jeunes aujourd'hui de basculer dans l'histoire politique. La deuxième question, pour aller vite, parlons de culture kanak. Je pense que je vais être un peu rude là-dessus en vous répondant, mais ici, on est en pays kanak. Vous voyez, ici, on est en pays kanak. Il y a la culture kanak. Les autochtones ici sont des kanaks, même si on note pour le multiculturalisme, mais il faut que les autres. Ben c'est déjà, le premier respect, c'est déjà d'apprendre des éléments de la culture. Après, on peut tendre. Vous voyez, on peut tendre. Là, je crois que cette année ou l'année prochaine, à DBA, il y aura une école en langue wallisienne, où on va enseigner le wallisien aussi, dans le privé. Alors ça, c'est ce qui est. Mais déjà, il faut comprendre que je pense que, ben, comme nous, à un moment donné, nous, on a appris les langues françaises, tout ça. Ben, c'était nécessaire pour réussir à l'intérieur du système français. Mais aujourd'hui, nous ne rejetons pas. Oui, donc, ils peuvent aussi apprendre. Et juste pour terminer là-dessus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des mémoires sur des objets de la culture kanak, liés aux fondamentaux, tout ça, etc., au niveau de centre de formation qui est juste à côté à l'ESP. Qui sont très intéressés, ils travaillent. Après, si on ne freine pas, ils feraient presque tous autour de moi, puis M. Ouadjali pour faire les mémoires. Il y en a beaucoup qui sont très intéressés parce qu'ils veulent développer cet enseignement. Puisqu'ils savent que dès qu'ils sont affectés, ils ont des inspecteurs qui leur tombent dessus. J'ai une question, c'est par rapport, on va prendre un petit kanak d'aujourd'hui ou un océanien, c'est la même chose. Moi, je voudrais savoir par rapport à l'identité, c'est lié à la terre. Mais ça n'a pas été toujours la même chose. Aujourd'hui, tel nom, c'est à tel endroit. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Moi, pour moi, c'est mon avis, il y a eu trois déplacements avant la colonisation. Je veux dire, les gens se sont déplacés. Tel clan a traversé l'autre montagne. Tel clan est arrivé en pirogue. Après, il y a eu la colonisation. Énormément de clans ont été éclatés. D'un endroit, il y en a qui sont atterrés au nord, au sud, aux îles. Et maintenant, avec la modernisation, par exemple, un petit kanak ou wallisien, n'importe, qui se trouve à Nouméa, qui est né à Nouméa. Comment ça rentre dans ce cadre-là par rapport à son nom, à son identité, l'histoire de son nom. Comment on pourrait faire pour l'ensemble des enfants qui sachent comment ils sont arrivés à tel endroit, pour qu'ils se comprennent, par exemple un petit Wailou, métis, je sais pas, n'importe, qui puisse se comprendre avec un autre jeune de Wailou et retrouver leur lignée. Voilà, à tel endroit, à telle génération, on a une arrière-grand-mère, une personne, et après il y a eu des déplacements et voilà, et les générations, ils se trouvent à tel endroit à ce moment-là. Est-ce que ça rentre dans ce... Parce que je pense que c'est important pour que les enfants se comprennent et se connaissent. Ils savent d'où ils viennent et ils reconnaissent l'autre aussi. Et plus le temps il va passer, il y aura encore plus de métissage. Et voilà, moi, c'est cette question. Comment on peut faire par rapport à notre identité? Comment les enfants, pour qu'ils puissent se connaître? Parce que ce sont des choses, avec le temps, ça se perd. On ne sait plus d'où on vient. Juste dans notre petite île, quoi. On ne sait plus l'histoire de notre femme. Et ça, c'est que du côté paternel. Et si on prend le lien maternel, moi, ma mère, elle est de, je ne sais pas, on va prendre un exemple, elle est de Tcho. Mon arrière-grand-mère, elle est de Ponaon. Telle femme a donné tel endroit, tel endroit. Est-ce que ça, si on fait ces recherches généalogiques, par exemple dans une classe, est-ce que on peut retrouver des liens et rapprocher ces enfants comme ça? Est-ce que ça peut rentrer dans ce que vous avez présenté? Oui, les questions de généalogie, tout ça, etc., en général, ça rentre dedans. Maintenant, sur des spécificités liées à telle famille, à telle famille, je crois qu'il y a un travail à faire par les parents. Un travail qui doit être mené par les parents, un travail qui doit être mené par le clan, un travail qui doit être mené par le district, tout ça, etc. Et ça, et au niveau des associations, tout ça. Je crois qu'il ne faut pas tout décharger sur l'école. Ça c'est le piège. Ne pas tout demander à l'école, balancer tout à l'école.
Il ne faut pas que ça soit un fourre-tout, l'école. L'école, il y a des spécificités de l'école, mais l'école, on peut faire rentrer j'ai bien dit tout à l'heure, on peut faire rentrer des éléments, mais on ne peut pas tout de la culture balancer dans l'école. Si vous regardez bien la plupart des grandes écoles, aujourd'hui, même ça étudie que des éléments de la société. Mais après, à partir de ces éléments-là, c'est à vous de les transférer dans d'autres situations, tout ça, pour comprendre les situations. On ne peut pas tout faire. Alors, pour quelque chose qui est très simple par rapport à vous, cet enfant, tout ça, etc., moi, je pense qu'il y a un travail à faire, les parents doivent faire. Nous, je veux dire, par exemple, vous êtes de la Grande Terre. Voilà. C'est pas pour différencier que j'ai dit ça. Il y a les pratiques coutumières. Par exemple, nous, à Marais, on a le Oulena Mengen, et sans cesse, ce Oulena Mengen réactive, c'est-à-dire les dents des clans. Jusqu'à maintenant, ben, mes enfants, ils savent que ça, c'est son cousin, ça, c'est son tonton, ça, parce que... Pour le petit Kanak qui est à Nouméa. Ah, qui est à Nouméa. Voilà, moi, je pense que ça, c'est le travail que doit faire le parent. On ne peut pas demander à l'école des choses trop... Sinon, on peut que chacun fait des recherches personnelles. Ah oui, et que ça, en oui. classe, ils apportent. Alors ça peut être l'objet, par exemple, du projet avec l'enseignant. Moi, je pense qu'avant d'enseigner tout un tas de choses, c'est important de savoir qui est quoi et comment il est arrivé, comment ça se fait qu'on est tous à ce moment-là ici. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça... les spécificités liées aux familles, tout ça, il faut laisser aux familles, tout ça, etc. Après, la question d'être ici, il y a des raisons économiques, il y a des raisons de tout ordre. Oula, on peut pas... voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout demander à... La dernière. Ouais, la dernière. Je voulais juste rebondir sur ce que ma collègue a dit tout à l'heure sur les, je sais pas l'expression qu'elle a utilisée, sur le décrochage et la délinquance et le manque de repères. Je voulais juste, je sais pas si mon propos est pertinent, mais il faut aussi intégrer à ces travaux sur l'école. Je ne sais pas si la question de l'urbanité est aussi abordée dans cette recherche, étant donné que ça soit, je parle que ça soit pour le peuple du pays, mais aussi pour nous les Wallisiens et Futuniens qui sont ici. On se retrouve implantés dans la ville, tous ces déplacements, toute cette migration, on se trouve implantés dans la ville. Et les repères, ils ont changé. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est un peu désorganisé. Et il est difficile de se référer à des structures et à une organisation qui est très très loin. Par exemple, pour les Wallisiens et Futuniens qui sont, sur la terre natale. Et je pense aussi aux jeunes Kanaks qui sont dans sur le Grand Nouméa, alors que les tribus sont très éloignées. Et je pense que on voit maintenant chez les Wallisiens et Futuniens, ils tentent de se réorganiser et d'implanter des choses qui se font sur Wallis et sur le Fénois, en Nouvelle-Calédonie, pour essayer de retrouver cette identité, on va dire. Et je pense aussi et ce que je voulais dire, c'est qu'on a tendance à dire que voilà, le décrochage, la délinquance des Océaniens est causée par ce manque de repères, ou je sais quoi. C'est juste dire que les repères ont changé et qu'il faudrait évoluer avec et travailler avec. Je vais donner un exemple parce que j'ai été au mois de février à Wallis pour des événements liés à l'Académie des langues. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que je vois les jeunes là-bas. Ils sont bien, ils se sentent bien, les jeunes.
etc. J'ai pas eu de... Après, j'ai posé des questions aux autres. Alors, la question qui était venue de Simété, je sais pas si vous voyez qui c'est, il m'a demandé, justement, il faudrait qu'on y réfléchisse pour les jeunes Wallisiens qui sont à Nouméa, justement, qui posent énormément de problèmes. Mais alors, il a été franc avec moi, il dit qu'il pose énormément de problèmes avec les jeunes Kanaks. C'est-à-dire tout le temps de se taper dessus, etc. Donc ça, c'est intéressant d'étudier, hein, parce que, et comme tu dis, les repères ont changé, les choses ont changé, peut-être à creuser, hein, de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a une chose aussi qui m'a surpris, c'est que les jeunes, quand ils ont dansé les danses, hein, ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Alors, est-ce que c'est le fait de l'insularité? Est-ce que c'est le fait religieux? Est-ce que... Ouh là là, là, il faut bien étudier ça. Mais en tout cas, ça m'a impressionné, quoi. Voilà, juste peut-être une... Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu dire et la conceptualisation. Et peut-être sur une part de la spiritualité. Je pense que ce qui serait intéressant, peut-être que, voilà, comme on est sur des changements de repères et de codification qui sont en perpétuel mouvement, je pense que moi, ce que je garde par rapport à l'éducation qu'on a pu me transmettre, que ce soit à la fois à l'école et aussi à la maison, voilà, je me retrouve à côté aussi de quelqu'un qui est du pays de Géo et qui parlait de Freud tout à l'heure. C'est que même si on est dans des changements de code, le plus important, c'est garder l'esprit. À l'intérieur de ce qu'on pourrait amener aussi pour les enfants, ce serait tout ce qui est en nous, Manafif et Nevin. Donc la béné, la malé et la malédiction. Bénédiction, malédiction, dans cette construction en fait de la bienveillance. Et je pense qu'on peut amener peut-être cette notion de bien-être aussi. Puis pour le professeur, je pense, qui était en insécurité par rapport aux informations qu'il devra donner. Mais je pense que cette notion de bénédiction, malédiction peut répondre en partie par rapport à la délinquance qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on nous laisse beaucoup d'espace de parole des fois qu'on ne prend pas. On se permet de faire des choses qui sont interdites, mais on oublie que derrière, il y a aussi le retour. Et je pense que c'est important de mettre cette notion-là, de dire que chacun va payer sa cuenta à la fin, que ce soit au niveau des humains ou au niveau du céleste. Donc c'est cette notion de malédiction et bénédiction, je pense, qu'on pourrait peut-être émettre au sein de cette école en tant qu'autochtone, en fait. Cette bienveillance des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup. Si je me rappelle de l'histoire, de l'évolution de la notion d'handicap depuis l'Antiquité, il y a de ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup évolué au niveau de la notion d'handicap, tout ça, etc. Mais si vous reculez vers le 13e, le 12e, le 13e, tout ça, et surtout l'époque médiévale, où on considérait justement l'handicap, ceci, parce que... Et après, on cherche du côté des parents, tout ça, etc. Malédiction, tout ça, de toute façon, il ne faut pas quand même pas s'enfermer dans des formes de fatalité qui... Ça, c'est... Là, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Moi, Patrice veut bien... Bien. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, mais je vous propose également de prendre date, puisque si vous vous en rappelez dans mon propos introductif tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le premier de plusieurs séminaires qu'on allait consacrer à la question. Manifestement, vu la réponse de la salle, on n'a pas épuisé le sujet, on n'a fait que commencer à l'aborder. Donc on va se retrouver l'année prochaine, puisqu'il y a au moins 2, voire 3 séminaires qui seront consacrés à la question. Et donc, rendez-vous en 2021. En attendant, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver d'ici quelques jours ce séminaire sur la chaîne YouTube de l'université, puisqu'on l'a filmé. Merci.